Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce JT des JT, le sommaire. Les Nations Unies s'engagent à accompagner le Bénin, notamment ses institutions, pour le bon déroulement des élections générales de 2026. À cet effet, la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies a été reçue en audience à la Cour constitutionnelle par le professeur Dorothée Sosa lundi dernier. Le point de leurs échanges dans cette édition. Les points focaux des États membres de l'Union africaine ont été outillés cette semaine sur la gouvernance des migrations à Cotonou. Les travaux ont pris fin le mercredi 10 juillet dernier. L'ancien président américain Donald Trump a été touché ce samedi par une balle qui a transpercé son oreille droite lors d'un meeting en Pennsylvanie. Un spectateur est mort sur les lieux. Plus de détails dans ce JT. La commune de Dassazoumé est encore frappée par un accident de circulation ce samedi 13 juillet 2024. Selon les informations de médias de la place, les secours ont dénombré 41 blessés et 4 personnes décédées suite à une collision brutale survenue avant 8 heures à hauteur de Pognan. L'accident implique un bus de transport en commun appartenant à une compagnie de voyage ainsi qu'un minibus qui circulait en provenance du nord du Bénin. Les autorités locales ont rapidement mobilisé plusieurs équipes de secours pour prendre en charge l'évacuation des victimes. 56,93%, c'est le taux d'admissibilité au bac 2024 sur le plan national, soit une baisse de plus de 7% comparativement au taux de 2023 qui était de 63,08%. Alphonse Da Silva, directeur de l'Office du baccalauréat, a procédé à la proclamation des résultats par série. Il est au micro de ESAE TV. Le bac vient de fermer à moitié ses portes et je voudrais vous livrer le résultat que nous avons obtenu cette année. Globalement, il y a eu 74 115 candidats présents et admissibles 42 168, ce qui fait un taux de 56,93%. C'est un taux qui honore le Bénin et qui aussi prouve que des efforts louables ont été faits depuis quelques années pour booster le système éducatif de notre pays. En ce qui concerne les séries pour ce bac, la série A1 a fait 60,44%, série A2, 52,90%, série B, 66,68%, série C a percé le plafond presque avec 83,74%. Série D, qui est en quelque sorte la série qui regroupe beaucoup plus de candidats, a fait un taux de 49,59%, c'est-à-dire 50%. Série E, technique, 40,63%. Série F1, 44,90%. Série EA, 63,63%. Série F, série F2, F3, F4 sont des séries technologiques qui ont fait un très bon score également. Donc, tout s'est bien déroulé et nous avons atteint ce taux que nous pouvons encore améliorer l'année prochaine. En ce qui concerne l'Office du baccalauréat, le gouvernement a mis des moyens à la disposition de son fonctionnement. C'est ce qui nous a permis de faire quelques bons. La phase finale du concours sur l'innovation au milieu universitaire édition 2024 a eu lieu le 9 juillet dernier au campus d'Abomey-Calavi, organisé par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi. La compétition prime les meilleures idées dans plusieurs domaines. Un reportage de ESAE TV.
20 idées d'innovation, 6 domaines du savoir, comme lors de l'édition 2023. La 4e édition du concours sur l'innovation en milieu universitaire du COUS AC révèle le génie d'une vingtaine d'étudiants dans les domaines de l'agroalimentaire et de l'agrobusiness, de la biotechnologie pharmaceutique et médicale, de l'intelligence artificielle et de la robotique, des énergies renouvelables, du génie civil et de l'électromécanique. Le COUS AC est fier d'avoir réveillé ce génie et de le révéler au grand jour en sortant de sous le boisseau ces jeunes étoiles pour illuminer le milieu universitaire scientifique. Les projets d'innovation, poudre de gombo enrichie aux crevettes, Rabi Health Monitor, système de démarrage de contrôle d'inversion et de diagnostic des groupes électrogènes, station d'énergie portable, goudron ou terrasse écologique et machines à coudre autonomes remportent le premier prix. Pour le jury, ces inventions auraient pu être plus fins à une condition. Les apprenants n'ont pas été très bien coachés. Sinon, on allait avoir des innovations qui sont presque à la fin, ne serait-ce que des petits compléments pour leur permettre d'avoir des documents déjà prêts, des produits prêts à mettre sur le marché. Cette année, le COUS AC change de paradigme en ce qui concerne les récompenses. Nous avons préféré donner vraiment des liquidités pour que ça puisse les aider à évoluer dans leurs projets. Parce que, in fine, à partir de ce moment, on doit qu'on peut évaluer chaque promotion pour voir les ressources qu'on a mis à leur disposition, ce qu'ils ont pu faire de ces ressources. Une enveloppe financière de 4 millions de francs CFA est partagée à tous les porteurs de projets à cette phase finale. Le concours sur l'innovation en milieu universitaire est organisé en 2 étapes, la présélection et la phase finale. Le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Kossi Dorothée Sosa, a reçu en audience lundi 8 juillet dernier Madame Aminatou Sarr, la nouvelle coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Bénin. Leurs échanges ont globalement porté sur les objectifs généraux de sa mission. Occasion pour elle d'assurer le plein soutien du SNU à accompagner la Cour constitutionnelle dans le processus électoral à venir. Retour sur cette rencontre avec ETL. Les Nations Unies entendent collaborer avec la Cour constitutionnelle pour l'atteinte de ses objectifs, notamment le plus proche, les élections législatives de 2026. C'est ce qui ressort de la séance de travail tenue ce 8 juillet entre la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Bénin, Aminatou Sarr, et le président de la Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa. J'étais venue pour réitérer au président de la Cour de la disponibilité du système des Nations Unies à accompagner le Bénin dans ces échéances qui vont venir. Et l'accompagnement n'est pas juste lié aux élections, mais comment travailler à accompagner la Cour dans ses objectifs. Nous avons par exemple parlé avec le président de la Cour de l'accompagnement que le système des Nations Unies pourrait donner pour le plan stratégique de la Cour, et c'est quelque chose qui est très très important parce que c'est le cadre qui permettra que la Cour puisse jouer pleinement sa partition. Évidemment, tout le monde va être focalisé sur les élections à venir, mais la Cour constitutionnelle, ça va au-delà des joutes électorales. Il m'a parlé non seulement du rôle de la Cour dans les élections, mais il a aussi parlé de la Cour comme les garants des droits de l'homme, comme l'instance de défense des droits humains. Et ce sont des discussions qui, nous l'espérons, pourront se poursuivre parce que c'est avec cette visite le début, j'espère, d'une plus longue collaboration entre les systèmes des Nations Unies et la Cour constitutionnelle du Bénin. Le président de la Cour, à l'issue des échanges, a rassuré la coordonnatrice de la tenue d'élections transparentes en 2026. Cette rencontre intervient également dans le cadre d'une prise de contact après la prise de fonction le 1er mai 2024 de la coordonnatrice résidente des Nations Unies au Bénin.
La première conférence des préfets au titre de l'année 2024 s'est tenue le jeudi 11 juillet et le vendredi 12 juillet 2024 à Parakou. Au lancement était le ministre Raphaël Akotegnon de la décentralisation et de la gouvernance locale qui, en compagnie de son collègue en charge de l'intérieur et de la sécurité publique, a lancé des réflexions pour une amélioration de la qualité de la gouvernance locale. Retour sur le lancement suivi par ETL Bénin. Première conférence des préfets au titre de l'année 2024. Les membres de la conférence administrative départementale des préfets, les maires du Borgou, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et son homologue de la décentralisation, autorités religieuses et têtes couronnées, prennent part aux assises à la préfecture de Parakou. Satisfait du choix de sa commune, le maire saisit l'occasion pour féliciter le gouvernement pour ses différents efforts dans le cadre du développement de notre pays. Les populations du Borgou, nos différents conseils communaux expriment en cette occasion toute leur gratitude à l'endroit du gouvernement et surtout à son chef, son Excellence, le président Patrice Talon, pour toutes les réformes et initiatives engagées dans plusieurs domaines, contribuant ainsi au développement humain, socio-économique et même politique de nos populations. Nous remercions aussi le gouvernement pour les grands chantiers engagés dans nos communes ainsi que pour ceux annoncés. Au cours de cette conférence, les questions liées à la sécurité des populations sont abordées. La présente conférence sera également une occasion particulière pour aborder certaines problématiques sécuritaires qui préoccupent particulièrement mon département ministériel, notamment la criminalité transnationale organisée, la gestion des sinistres et catastrophes, l'usage de la drogue dans nos communautés, la propension à la consommation de l'alcool frelaté et ses conséquences sur la santé de nos populations, la transhumance et ses effets induits sur la cohésion sociale. À son tour, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale revient sur les réformes dans le secteur de la décentralisation afin de booster le développement de nos communes. Il convient, au cours de nos travaux, que des réflexions profondes soient menées sur le secteur de la décentralisation et de la déconcentration et de la gouvernance locale dans le sens de l'accélération et la consolidation de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation opérée par le gouvernement. Dès lors, nos discussions porteront sur plusieurs points, à savoir la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration ONADEC 2024-2033, les nouvelles modalités d'exercice de la veille pastorale, le suivi des actions du gouvernement en vue de leur donner une plus grande visibilité dans les départements et communes. Au cours de cette conférence des préfets prévue pour durer 48 heures, des communications sont prévues dans les différents domaines de développement afin de répondre aux besoins des populations. Cette démarche prouve que les préoccupations des citoyens tiennent à cœur le gouvernement du président Patrice Talon dans son programme d'action. Permettre d'avoir une vision panoramique sur les opportunités qu'offre l'intelligence artificielle sur les défis, les exigences juridiques et les implications judiciaires du grand pas que franchit l'humanité. Tel est l'objectif du café juridique organisé le 11 juillet dernier par la Cour suprême à son siège à Porto Novo. Les travaux de cette deuxième édition ont été lancés par le président de la Cour suprême, Victor Dassi Adossou. Suivons cet élément de l'ORTV pour plus de précision. Des logiciels modifiant le travail des acteurs de la justice, conçus et déjà utilisés dans certains États pour désengorger les tribunaux et alléger les coûts de la justice. Ces techniques dans le fonctionnement judiciaire viennent bousculer les conceptions judiciaires traditionnelles et les juristes béninois se doivent de s'adapter à cette mutation.
D'où cette deuxième édition du Café juridique qui se penche sur l'avenir de la justice à l'ère de l'intelligence artificielle. La Cour suprême, par sa vocation de juge de cassation, en charge de l'harmonisation et de l'uniformisation de la jurisprudence nationale, se prononce sur les grandes questions. Il en découle que son œuvre impacte le fonctionnement et la régulation de notre société. Vous pouvez vous en douter. Dès lors que surgit une nouvelle problématique, une question sociétale nouvelle, une question majeure, qu'il s'agisse d'innovation technologique, de transformation sociétale ou de comportements nouveaux pouvant impacter aussi peu que ce soit la vie en communauté, il est difficile, voire tout simplement impossible, que ces changements laissent durablement indifférente la justice. Cependant, des interrogations subsistent, dont la principale est: un être artificiel intelligent peut-il se substituer à un juge au point de régler tous les litiges qui lui sont soumis? À cette question et à de nombreuses autres, des experts, universitaires et juges tenteront d'analyser, entre autres, les atouts et les inconvénients du recours à l'outil prédictif dans la mise en œuvre des différentes procédures applicables devant les juridictions. Exploiter le pouvoir des données inclusives pour un avenir résilient et équitable pour tous. C'est le thème de l'édition 2024 de la Journée mondiale de la population, célébrée le 11 juillet dernier par la communauté internationale. Mais le 10 juillet, veille de la célébration, le ministre d'État béninois chargé du développement et de coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, a adressé à toute la population béninoise un message sur l'importance de cette célébration, l'utilité du thème choisi et les activités prévues. Voici un extrait de ses propos. Depuis 35 ans maintenant, tous les ans, la communauté internationale célèbre la journée de la population. C'est une journée qui est très importante parce qu'elle nous permet de sensibiliser les différentes communautés nationales, régionales et internationales sur les questions démographiques. Et les questions démographiques sont d'une importance cruciale pour les politiques publiques parce qu'elles affectent les individus dans leur vie quotidienne. Malheureusement, beaucoup d'acteurs et surtout de décideurs ne prennent pas en compte ces considérations-là. C'est pour ça que une fois par an, la communauté internationale a décidé de s'arrêter pour mettre les feux sur cette dynamique, cette importante situation qui affecte notre pays, notre sous-région et l'ensemble du continent. Alors pour cette édition de 2024, le thème est important parce qu'il parle de comment nous exploitons le pouvoir des données inclusives pour un avenir résilient pour tous. C'est important parce que les données, quand on ne les maîtrise pas, on ne peut pas décider. J'aime souvent rappeler que quand on sait planifier, on sait réaliser. Mais pour planifier, il faut avoir les données. Ce qui est bien, ce qui est à reconnaître, c'est que le Bénin est un des pays où nous avons déjà un peu maîtrisé la disponibilité des données. Et ça me permet de réfléchir sur les politiques publiques. C'est le cas aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la vision 2060. C'est sur la base des données disponibles, sur la base des données qui ont été collectées à travers plusieurs enquêtes dans notre pays. Alors nous avons décidé depuis quelques années de faire de cette manifestation une fête tournante. L'année dernière, vous l'avez rappelé, c'était à Savès. Cette année, ce sera à Parakou, dans le Borgo. Plusieurs manifestations vont être organisées à cette occasion et des réunions importantes vont se faire autour des thèmes que j'ai rappelés tout à l'heure de la célébration de cette année. Donc il y aura notamment une réunion du conseil communal de Parakou qui va discuter de ce thème-là avec les cadres du ministère du Développement et d'autres acteurs qui sont impliqués dans cette réflexion-là.
Il y aura aussi de la sensibilisation des couches différentes, notamment des jeunes, autour de cette problématique-là. C'est important parce que quand on parle de démographie dans notre pays, on parle surtout de jeunesse. Notre population est à 70% une population jeune. Et donc, il faut les sensibiliser, il faut les aider à identifier les problèmes auxquels ils sont confrontés et par la suite réfléchir avec eux sur les solutions qu'il faut mettre en œuvre. Et donc, cette célébration permet d'avoir ces discussions avec cette couche importante de notre population. Le lancement officiel de l'édition 2024 des Rencontres Africa a eu lieu le 9 juillet dernier dans la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. Les cadres à divers niveaux, les citoyens et les investisseurs étrangers n'ont pas manqué ce rendez-vous. Le reportage est signé ESAE TV. Démarrage des Rencontres Africa 2024. Cotonou accueille des milliers d'investisseurs des régions francophones. Cet événement possible grâce au dynamisme de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB et de l'Association des communes de l'Atlantique et du Littoral ACAL, présidée respectivement par Luc Setondi Atrokpo et Rogatien Akouakou, va permettre le brassage avec les entrepreneurs béninois. Un honneur pour le Bénin. Le Bénin est honoré de vous accueillir. Et on espère que ces quelques jours de travaux permettront non seulement d'accroître le chiffre d'affaires de la francophonie à travers donc les partenariats qui devraient se nouer. Le Bénin est honoré de vous accueillir, d'accueillir les investisseurs et nous sommes prêts à vous accompagner. Le président Patrice Talon, depuis 2016, vous savez, a entrepris énormément de réformes et c'est d'ailleurs ces réformes qui font que vous avez eu confiance en nous pour pouvoir donc faire cette assemblée générale ici au Bénin. Cotonou bénéficie de cet événement grâce à la tenue de l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones, AIRF. L'Assemblée internationale des régions francophones, l'AIRF, dont ACAL fait partie et est dans le bureau de cette grande association, aujourd'hui fait son assemblée générale ici à Cotonou sur demande de ACAL. Or, entre ACAL, entre l'ARF et les Rencontres Africa, il y a un partenariat. Parce que le souci d'accompagner les régions et les communes au sein de l'ARF l'a amené à faire un partenariat entre les Rencontres Africa pour pouvoir permettre aux communes et régions qui ont besoin de financement, qui ont besoin de faire des études pour la réalisation de certains grands projets, qui ont besoin d'un développement économique, et signent des partenariats avec ces grandes entreprises internationales pour pouvoir connaître leur essor et atteindre facilement leurs objectifs. Nous avons beaucoup d'entreprises béninoises qui sont présentes et qui sont en train d'échanger avec les entreprises françaises qui sont aussi sur les lieux. Les échanges sont vraiment fructueux. Des partenariats déjà ont commencé par être tissés. Tout ceci pour le bonheur de nos entreprises issues de nos communes respectives. Les entrepreneurs béninois vont pouvoir présenter leurs différents produits et services. Les investisseurs profitent de cette activité pour également visiter les industries du Bénin, notamment la GDIZ. Du 8 au 10 juillet dernier, Cotonou a abrité une réunion d'évaluation et de renforcement des capacités des points focaux des États membres de l'Union africaine et des communautés économiques régionales sur la gouvernance des migrations en Afrique. Objectif visé, examiner les progrès et les défis et capitaliser les bonnes pratiques, ce en vue d'améliorer la gouvernance des migrations sur le continent. La séance de clôture des assises a été suivie par Canal 3 Bénin. Reportage. Possible de retenir au terme de cette rencontre que cette nouvelle position fondée en droit et en fait est structurée autour de 8 thématiques et de 9 questions transversales assorties d'une stratégie de mise en œuvre. Je nourris donc l'espoir que les instances appropriées de l'Union africaine procéderont dans les prochains mois à sa validation selon les procédures appropriées. Elle pourra ainsi servir d'orientation à toute action et décision sur la question de la gouvernance des migrations en Afrique
et dans le monde. Aussi, sera-t-elle désormais la ligne directrice pour les négociations futures sur la question dans les enceintes internationales? Mesdames et messieurs, au cours de vos travaux, vous avez également évalué le cadre de la politique migratoire en Afrique, tiré des enseignements pertinents des riches échanges que vous avez eus ici, identifié et formulé des recommandations pertinentes pour améliorer la mise en œuvre efficace de ce cadre au niveau national et régional en vue de l'amélioration de la gouvernance des migrations en Afrique d'ici à 2030. J'espère qu'une fois de retour dans vos pays respectifs, chacun de vous, chers points focaux, fera le suivi assidu de la mise en œuvre efficace de ces recommandations, de sorte qu'à l'évaluation finale, nous puissions enregistrer des progrès notables au grand bonheur des peuples africains. Mesdames et messieurs, je voudrais saluer au nom du gouvernement de la République du Bénin, en particulier au nom du ministre des Affaires étrangères, l'organisation de la session de renforcement des capacités des points focaux des États membres de l'Union africaine et des communautés économiques régionales en marge des travaux d'évaluation du cadre de politique migratoire de notre organisation commune. Dans l'après-midi du jeudi 9 juillet dernier, l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones a été lancée au Palais des Congrès de Cotonou. C'était en présence de plusieurs personnalités. EZTV pour le point. Le Bénin accueille depuis ce lundi l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones, AIRF. Dans ce cadre, le Bénin reçoit des milliers d'investisseurs venus pour des échanges B2B avec les entrepreneurs béninois. Une belle opportunité. Elle constitue également un véritable creuset d'échanges, d'informations et d'expériences entre les différentes composantes des territoires, notamment les élus, les agents des collectivités territoriales, les acteurs économiques, les jeunes, pour ne citer que ceux-là. Par ailleurs, elle propose une assistance technique dans la mise en œuvre des projets et programmes et offre de ce fait une opportunité de développement économique commun de l'espace francophone en complémentarité aux politiques nationales et territoriales des États. Mesdames et messieurs, je ne peux que me réjouir de l'organisation de cette Assemblée générale, au cours de laquelle plusieurs activités d'envergure se dérouleront. Pour les institutions qui reçoivent, l'Association nationale des communes du Bénin ANCB et l'Association des communes de l'Atlantique et du Littoral, ACAL, c'est l'accomplissement d'une volonté du Bénin de recevoir cet événement majeur avec de grandes attentes. Au regard des thématiques programmées pour les présentes assises, les attentes des collectivités du Bénin sont importantes. Nous sommes autant disposés à apprendre qu'à partager en matière d'expériences acquises dans les différents domaines. C'est donc dans cette dynamique que s'est inscrite l'Association des communes de l'Atlantique et du Littoral, membre de l'AIRF, en se portant candidate à l'organisation de la présente Assemblée générale 2024 de l'AIRF, couplée des rencontres Africa à Cotonou, en se soumettant aux formalités d'usage à cette fin. Cette Assemblée générale de l'AIRF, conjointement organisée avec les rencontres Africa 2024, sera le cadre de plusieurs échanges, réflexions dans le but de renforcer les relations entre les régions. Le Conseil national d'orientation et de suivi du secteur agricole a tenu sa première assemblée plénière le mercredi 10 juillet dernier à Abomey-Calavi, occasion pour les membres de faire le point d'étape aussi bien des activités menées par le bureau qu'en ce qui concerne le fonctionnement des démembrements. Les membres du CNOS se sont également concertés autour du rapport de suivi du secteur agricole. Le reportage avec Canal 3 Bénin. Installés en juin 2022, les membres du Conseil national d'orientation et de suivi du secteur agricole tiennent ici leur toute première assemblée plénière. Ils sont appelés à dresser le bilan des actions menées de 2022 à nos jours, à revisiter le mode de fonctionnement des démembrements de l'instance et surtout la présentation du rapport de suivi du secteur agricole. Depuis que notre conseil a été installé, nous nous sommes évertués à rendre opérationnels les organes et les CEDES ont été installés
Également, au niveau communal, les comités aussi ont été mis en place. Et nous avons passé du temps à structurer justement je dirais à opérationnaliser le cadre institutionnel mis en place, à nous doter des outils de travail. Et aujourd'hui, après un an, nous avons pu réaliser également quelques activités qui ont eu des impacts importants sur notre secteur. Je voudrais ici remercier le ministre de l'Agriculture et tout le gouvernement qui nous ont donné les moyens de travailler et de contribuer dans notre mandat, justement, à apporter des contributions assez significatives au fonctionnement du secteur. Le Conseil national d'orientation et de suivi du secteur agricole est un cadre de concertation, de dialogue et de gouvernance participative. C'est un organe institutionnel voulu par l'ensemble des acteurs pour corriger les dysfonctionnements constatés dans le secteur agricole. Le chef de l'État, Patrice Talon, a procédé à la prise du décret numéro 2024-991 du 19 juin portant réglementation du secteur funéraire au Bénin. Une décision prise en Conseil des ministres le 19 juin 2024 au fin de réorganiser le secteur funéraire en le mettant aux normes et standards requis en matière de santé, d'hygiène, d'assainissement et d'environnement en vigueur au Bénin. Plus de précisions sur le dit décret au micro de Etélie Bénin. À travers 73 articles, le décret 2024-991, en date du mercredi 19 juin 2024, portant réglementation du secteur funéraire au Bénin, met désormais de l'ordre dans la fourmilière du secteur funéraire. En effet, le décret réorganise les activités liées à la conservation des dépouilles mortelles dans les funérariums, la planification intégrale des funérailles, la gestion des cimetières et la sculpture sur pierre tombale, l'inhumation et les normes au sein des morgues. En tout état de cause, le secteur funéraire est sacré en ce sens qu'il s'agit ici des corps sans vie. C'est aussi un secteur où le trafic d'organes humains bat son plein. Il fallait un règlement pour mettre fin à ces actes inhumains. La réforme du secteur funéraire, longtemps attendue, donne l'impression aujourd'hui d'un ouf de soulagement. En son article 17 et 18, le décret en réorganisant le secteur funéraire au Bénin fixe les conditions pour transporter la dépouille mortelle. L'article 17 du décret stipule que le transport de la dépouille mortelle avant la mise en bière est effectué par un véhicule aux normes à la demande des parents dans un délai de 24 heures au maximum à compter du décès sans obligation de soins de conservation. La dépouille mortelle est mise dans une housse mortuaire biodégradable posée sur une civière et transportée dans un véhicule disposant d'un caisson réfrigéré au cas où la durée du transport excède 1 heure. Aussi, l'article 18 vient en appui et stipule clairement que le transport des dépouilles mortelles, après mise en bière, est effectué au moyen des véhicules conformes aux normes techniques, sanitaires et environnementales. Il est à noter que le même décret a fixé la matière de fabrication d'un cercueil. La fabrication de cercueils ou l'inhumation avec un cercueil en matière non biodégradable est interdite, sauf les cas où les lois et règlements en disposent autrement, stipule l'article 19 du décret. Une application rigoureuse du décret permettra d'assainir le secteur au fait que les vivants aient du respect pour les morts. Actualité hors de nos frontières, à présent, le chef du parti islamiste tunisien Ennahda Rachid Ghannouchi, incarcéré depuis plus d'1 an, a vu sa condamnation à 3 ans de prison confirmée par la chambre criminelle du pôle judiciaire et financier le samedi 13 juillet dans une affaire de lobbying et de financement étranger illégal de son parti. Rachid Ghannouchi est au cœur d'une dizaine d'autres affaires. Il purge actuellement une peine de prison de 15 mois dans le cadre d'un autre dossier. Un peu plus tôt dans la semaine, il a également été convoqué par la justice dans l'affaire Estalingo du nom d'une société spécialisée dans la création de contenu numérique. Il est soupçonné de blanchiment d'argent et d'entente criminelle.
En France, le Conseil national du Parti socialiste n'a pas validé ce samedi 13 juillet la candidature de la Réunionnaise Huguette Bello au poste de première ministre et appelle à poursuivre les discussions avec ses partenaires du Nouveau Front populaire pour trouver un nouveau consensuel d'après le parti. Aucun nom ne fait consensus entre nous à ce stade, note le secrétaire général du parti Pierre Jouvet. Et dans une déclaration, le PS, qui propose toujours la candidature de son premier secrétaire, Olivier Faure, souhaite poursuivre les discussions avec ses partenaires pour trouver un nom consensuel d'ici le 18 juillet prochain, date de l'ouverture de la législature, précise-t-il. Sur X, le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, a reproché au PS de tout bloquer dans les tractations à gauche pour former un gouvernement, ce après le refus d'entériner la candidature de la Réunionnaise Huguette Bello pour Matignon. Terminons nos actualités hors de nos frontières par les États-Unis. Ce samedi 13 juillet, l'ancien président américain Donald Trump a été légèrement blessé à l'oreille droite par un tir lors d'un meeting à Pennsylvanie. Le tireur présumé a été abattu et des élus républicains mettent en cause le rôle du secret service en charge de la protection des hautes personnalités, et Joe Biden est accusé d'avoir incité à la violence avec ses propos. Selon l'analyste Yann Brummer, spécialiste de la Maison-Blanche, cette tentative d'assassinat change complètement la donne dans cette campagne. Elle renforce la probabilité de la victoire de Donald Trump face au président Biden, dont la grande vulnérabilité, c'est l'âge et le fait qu'il n'est pas perçu comme physiquement robuste, comme nous l'avons vu lors du débat dont tout le monde parle depuis 2 semaines, a précisé Brummer. Donald Trump s'est lui aussi prononcé sur la situation. Il est incroyable que tel acte puisse se produire dans notre pays, a-t-il déclaré. C'est Dieu seul qui a empêché l'impensable. Nous n'aurons pas pu empêcher, mais resterons résilients dans notre foi, a poursuivi l'ancien président avant d'adresser ses pensées pieuses aux blessés et en la mémoire du citoyen décédé lors de ces attaques. Donald Trump invite également ses militants à plus d'union. Dès son évacuation, il faut préciser qu'il a reçu plusieurs soutiens, dont celui du président actuel, Joe Biden. Mesdames, Messieurs, ici prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et très bonne semaine.